d'armée nationale. Il faut savoir qu'à l'époque, l'armée guinéenne a été dès le départ constituée de tous les militaires guinéens qui étaient incorporés dans l'armée française. Il y avait quelques-uns qui étaient ici en vacances, d'autres étaient en Indochine, d'autres en Algérie, comme le général Conté, le général Fasciné. Ils étaient tous en Algérie, ils sont revenus. Donc c'est à partir de l'armée guinéenne est née de ces noyaux qui étaient dans l'armée française. Sur les archives, par exemple, du ministère français de la Défense, au moment du référendum de 58, il y avait 11 000 à peu près militaires d'origine guinéenne dans les armées françaises. Sur ces 11 000, 2 500 choisiront de servir la nouvelle armée guinéenne et 5 000 seront libérés de l'armée française. Parce qu'il y avait deux catégories. Ceux qui étaient nouvellement incorporés dans l'armée française et ceux qui déjà étaient pratiquement en fin de carrière, donc qui ont bénéficié d'une retraite. Ce regroupement de ces militaires guinéens de l'armée française s'est étalé du 28 au 30 octobre. Et la France mettra à la disposition de l'État guinéen les anciens camps qui étaient à disposition. Donc il faut savoir que l'armée guinéenne, le noyau qui a constitué l'armée guinéenne, c'est tous les Guinéens qui étaient dans l'armée française. À l'époque, il y avait 2 bataillons, dont un à Kindia, reparti entre Conakry, Kindia et Labé, et l'autre était à Kankan et à Zérekoui. J'ai passé sur les chiffres. Il faut savoir que la ville de Kankan, par exemple, abritait à l'époque le centre de rassemblement le plus important, avec un effectif estimé à 500 hommes. Ce camp était dirigé à sortir de l'indépendance par l'adjudant-chef Zoumaniki. Et au temps de la Guinée française, ce camp portait le nom d'Archimar. La ville de Kindia abritait un bataillon de 400 hommes et ce bataillon était commandé par le capitaine, par le lieutenant Arifoula, que vous avez connu ici, qui a été ministre au temps de Sékou Touré. Donc, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où la France s'est désengagée de la Guinée, elle a pratiquement emporté les archives, elle a emporté le matériel, vraiment, parce que De Gaulle, la France n'a pas accepté que la Guinée ait opté pour l'indépendance. Donc quand ils ont quitté la Guinée, ils ont emporté tout le matériel, tout le matériel. D'ailleurs, le ministre de la Défense, Blaise Débat, il témoignera de cette séquence en disant, je cite, « Nos frères qui ont eu le seul tort d'opter pour leur pays ont été déshabillés jusqu'aux dernières chaussettes et leurs effets brûlés, les magasins de vivres et d'habillement ont été vidés et leur contenu détruit ou cédé gratuitement à la compagnie de Fria ou à la société de bauxite de Guinée. À Labé, Jalaba et Kankan, les maisons, les campements furent détruits à la dynamite pour éviter que notre jeune armée n'hérite de rien. » Voilà grosso modo dans quel contexte cette armée est née. Donc elle est née des gens qui étaient déjà dans l'armée française. Donc ils ont constitué ce qu'on a appelé la nouvelle armée guinéenne. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est la politisation de la sécurité sous la Première République. Pour Sékou Touré, dès le départ, il fallait que le soldat de la Révolution soit avant tout un militant politique, qui même en dehors du service, œuvre à la consolidation de la Révolution. C'est ainsi que le leader guinéen va s'atteler à placer dans les activités des armées dans le cadre des idéaux de la Révolution. Mais cette politisation va nécessairement s'accentuer par 2 phénomènes qui se sont produits à l'époque en Afrique. C'est le coup d'État qui a eu lieu au Ghana en 1966, qui a renversé le panafricaniste que vous connaissez peut-être dans les îles, M. Kwame Nkrumah. Et le deuxième coup d'État en 1968 au Mali, qui renversa Modibo Keïta au Mali. Donc tout de suite, M. Sékou Touré s'est méfié de l'armée pour éviter qu'il lui arrive la même chose. Donc il a orchestré ce qu'on appelle une mécanique de politisation de l'armée. En faisant des recherches, je suis tombé même sur les archives de la CIA. Il y a une note de la CIA qui indique à l'époque déjà que M. Sékou Touré était objectivement inquiété par la loyauté de sa propre armée et craint que les éléments anti-régime puissent tirer parti du climat psychologique créé par le coup d'État malien pour exploiter un mécontentement interne présent et de longue date. Donc tout de suite, lui, il se méfiait. Et les services américains vont plus loin
en disant que M. Sékou Touré effectue un effort majeur pour neutraliser toute opposition potentielle au sein des armées. En mi-décembre 68, une manifestation de soutien a eu dans les armées parce qu'à l'époque, il y a eu un problème à l'Abbé. On a arrêté 3 militaires qu'on a voulu transférer, au camp Camoyen ici, qui s'appelait le camp de la garde républicaine. Et malheureusement, dans l'avion, ils ont neutralisé le commissaire, ils ont jeté par-dessus, par bord, qui s'appelait le commissaire Boiro. Et d'ailleurs, le camp aujourd'hui porte le nom du camp Boiro. Donc il y a eu une petite grogne au sein des armées, plus quelques officiers guinéens qui se méfiaient de la politisation. Et la note de la CIA, ça a dit, ils ont noté qu'en Sékou Touré, en s'adressant aux troupes, Sékou Touré a annoncé que l'armée cesserait d'être une entité séparée et qu'une législation était en cours de préparation pour incorporer formellement l'armée dans l'administration. C'est-à-dire qu'il va décider que l'armée n'est plus à part, ils seront des fonctionnaires comme les autres. La note de la CIA va plus loin, où ils disent que les mouvements d'Ahmed Sékou Touré pour émasculer l'armée sont clairement un risque calculé et pourraient peut-être exactement provoquer la réaction inverse. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'il a militarisé complètement l'armée. Et dès le coup d'État du Mali ou ailleurs, il est rapporté que Sékou Touré maintenant se méfiait complètement de toute la hiérarchie militaire. Il est même rapporté que les officiers ont été arrêtés et que le chef d'état-major ainsi que son adjoint, c'est-à-dire le capitaine Moumandian Keïta, le colonel Kamandjabi, parce que Sékou Touré va rentrer dans une mécanique de complot. Et le premier complot dont les militaires ont été victimes, on a appelé ça le complot Kamam Fodeba, où il a profité de l'occasion pour complètement décimer toute la hiérarchie militaire. La préoccupation de Sékou Touré contre un risque de coup d'État transparaît même dans un de ses écrits qu'on appelait à l'époque les tomes, et ce tome-là s'appelait Le pouvoir populaire, publié en 1969. Dans ce livre, M. Sékou Touré dit, devant l'indignité et la haute trahison de certains militaires africains, complices conscients ou agents criminels du retour en arrière de leur pays, les peuples d'Afrique, les masses travailleuses des villes et de la campagne, les honnêtes fils de pays d'Afrique, vont s'organiser pour briser radicalement toute nouvelle tentative de coup d'État. Parce que j'ai oublié de souligner qu'en dehors du coup d'État du Ghana et du Mali, en 1963, il y a eu le premier coup d'État qu'on appelait le coup d'État contre Sylvanus Olympio, qui était orchestré par des militaires venus de l'armée française, notamment le sergent Yadema qui dirigeait pendant près de 30 ans le Togo. Donc là, voilà le contexte. Et qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Maintenant, il va chercher absolument à complètement briser tout esprit de corps dans l'armée guinéenne. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il fait? Il va imaginer et mettre en place ce qu'on appelle des comités d'unité militaire. En fait, c'est des unités politiques qu'il va mettre dans l'armée et il va politiser l'armée. C'est-à-dire que dans chaque garnison, l'ensemble des militaires, du soldat, du caporal, jusqu'au chef d'état-major, jusqu'au général, vont se réunir pour créer des comités politiques, des comités militaires, et à la tête desquels on mettra des caporaux, de telle sorte que c'est eux qui vont décider du fonctionnement de la caserne. Donc on arrive à un point où le caporal lui-même donne des ordres. Donc c'est pour affaiblir l'armée qu'il l'a politisé. Maintenant, à côté de la politisation, il va absolument surveiller de près toute armée pour éviter un coup d'État. Sentant le risque d'un débordement de l'armée, qu'est-ce qu'il fait? Il politise donc les casernes et il développe à côté, à partir des années 69-70, une milice populaire. Il a compris que j'ai décimé d'abord l'armée, j'ai neutralisé toute l'élite, mais ça ne suffit pas. Pour mieux se méfier, il crée à côté ce qu'on appelle la milice populaire, à laquelle il va donner les pleins pouvoirs. Par exemple, il marque un net glissement de confiance vers le peuple. Il déclarait déjà à l'époque, l'armée, la véritable armée soulignée par nous de la République populaire guinéenne, c'est son peuple. C'est-à-dire, pour Sékou Touré, il n'est plus question de parler d'armée. Le peuple et l'armée, c'est la même chose. Un ancien officier rescapé du camp Boiro
décrit à juste titre la situation de l'armée à l'époque. C'est le capitaine Kaba 41 qui a écrit un livre dans la Guinée de Sékou Touré, cela est bien lu. Dans ce témoignage, il dit à cette époque de la politisation de l'armée était le souffle-douleur du peuple. Sékou Touré l'avait vidé de tout son contenu. Elle n'existait que de nom. Depuis l'arrestation de Keïta Fodéba en 69 et surtout depuis les événements du Mali, chaque militaire se demandait pourquoi il portait l'uniforme. Pas d'instruction militaire, les armes n'étaient pas au râtelier, mais dans des casernes scellées. La cuisine était inexistante. Les soldats percevaient des pécules vraiment pour se débrouiller. Soldats et officiers vivaient vraiment dans la promiscuité. Désarmés, fonctionnalisés, politisés, en ayant pieds nus, travaillant dans des plantations dans les rizières, mal nourris et mal soignés, le soldat guinéen à l'époque faisait vraiment pitié. Voilà le témoignage d'un officier qui était à l'époque dans l'armée guinéenne. J'ai, dans mes recherches, j'ai retrouvé des gens qui ont été dans la milice guinéenne à l'époque. Et j'ai recueilli leurs témoignages. Par exemple, il y a un qui m'a dit, un ancien militaire que j'ai rencontré dans le cadre de ma recherche, qui a participé juste après l'agression du 22 novembre, il a été muté à l'année, où il a été chargé d'infiltrer le corps des officiers et d'implanter les membres du parti dans les comités d'unité militaire. C'est-à-dire, en fait, il utilisait des miliciens qu'il mettait même à l'intérieur des casernes, à travers les comités d'unité militaire. Donc lui, il a été chargé de... Un autre ancien militaire que j'ai rencontré aussi, lui, il a été recruté en 69. Après une rapide formation militaire, il est affecté dans la section de la milice du bureau fédéral de Kindia. À la mise en place du comité militaire dans le principal camp, sa mission principale était de surveiller tout ce qui se passe dans le camp pour le rapporter au gouverneur de la ville qui était à l'époque M. Émile Cissé. Donc M. Émile Cissé savait parfaitement tout ce qui se passait à l'intérieur du camp parce qu'il avait des miliciens qui étaient membres du comité d'unité militaire. Tous les vendredis soirs, d'ailleurs, il participait aux réunions tenues dans le bureau du gouverneur où on établissait là la liste des militaires qu'il fallait arrêter. Et le curieux de l'histoire, en juillet 71, et ça je donnerai la liste, il y a eu plusieurs officiers qui ont été fusillés à la fois au Mont Kakulima et à Gangan. Ce dernier, le milicien que j'avais rencontré, il a participé lui-même au peloton d'exécution des détenus politiques au pied du Mont Kakulima. Ironie du sort, après l'arrivée du pouvoir de Lansana Conté, il participera au peloton d'exécution de toute l'équipe qui entourait M. Sékou Touré en 1985. Voilà, donc grosso modo, il a participé aux deux. Moi, j'ai passé des heures avec lui. Vraiment, vous aviez vraiment la chair de lui quand il vous racontait. Parce que les gens, on leur faisait d'abord creuser leur tombe, on liait les mains au dos, et puis on mettait une rafale et on les enterrait. Voilà. Donc voilà, grosso modo, le contexte dans lequel a été créée l'armée guinéenne et comment l'armée guinéenne a été politisée. Donc, pour conclure, je dirais très rapidement que cette armée qui a été créée à l'aube d'une indépendance fraîchement acquise, l'armée guinéenne a été victime au même titre que toutes les autres couches socio-professionnelles des purges du régime sanglant de M. Sékou Touré. Ce dernier avait commencé à s'en méfier après le coup d'État, comme je l'ai dit, Kouma et au Ghana et Modibo Keïta au Mali. Les officiers les plus valeureux de l'armée guinéenne ont été fusillés et remplacés par des chefs discrédités, car incompétents et collaborateurs. D'aucuns furent même membres du fameux comité militaire révolutionnaire du parti dont la tâche consistait à interroger leurs camarades d'armes. C'est pourquoi il n'y a jamais eu de vérité en Guinée, parce qu'au sortir de 1984, M. Lansana Conté, Diarra Traoré, eux-mêmes ont fait partie du comité révolutionnaire qui interrogeait les militaires. Donc il était très difficile pour eux de faire la lumière de ce qui s'est passé. C'est pourquoi, pour terminer, personnellement, en tant qu'ancien militaire et tout, je salue vivement les actions qui ont été posées ces derniers jours par le CNRD, à savoir réhabiliter leurs frères d'armes qui ont été de façon innocente et lâchement assassinés sous le régime de Sékou Touré. Je pense que c'est une action positive et ça fait partie du devoir de mémoire et nous encourageons, personnellement j'encourage vivement, c'est parce qu'il n'y a pas que ces gens, j'ai ici la liste de tous les officiers, les militaires qui ont été fusillés sous Sékou Touré. J'ai sur mon décompte 42,
Et il faut voir le général Noumandian Keïta, le colonel Kaman Diaby, le colonel Mamadou Diallo, le commandant Siraj Bari, et j'en passe, ainsi de suite. Tous les valeureux. À l'époque, la Guinée avait l'armée la plus valeureuse, malheureusement. Kaman Diaby, par exemple, fut le premier pilote de l'Afrique occidentale française à piloter un appareil militaire. Moi, j'aurais souhaité aujourd'hui, par exemple, que le palais du peuple, aujourd'hui qu'on appelle palais du peuple, porte le nom de Keïta Fodéba. En dehors du fait qu'il a géré l'armée guinéenne, il a fait recruter des gens, des meilleurs officiers, il a été celui qui a porté la culture guinéenne au plus haut sommet dans le monde entier des vallées africaines. Donc c'est légitime dans ce devoir de mémoire que le palais du peuple porte le nom de Keïta Fodéba. Je vous remercie de votre attention.